Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler du Châtelet Musical Club, le grand rendez-vous mensuel du Théâtre du Châtelet qui sponsorise cet épisode. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Châtelet Musical Club et pour cause, c'est l'un des rendez-vous phares du Châtelet depuis 2 saisons maintenant. Un samedi par mois, Jasmine Roy, avec qui nous avons d'ailleurs parlé du Châtelet Musical Club à ce même micro il y a quelques épisodes maintenant, présente et incarne ce grand rendez-vous qui nous plonge dans l'univers de la comédie musicale, des grands standards revisités jusqu'aux formes plus confidentielles, auprès d'artistes confirmés et en devenir. Dans l'ambiance chaleureuse du grand foyer du Châtelet pendant 1 heure, se suivent des prestations, toutes plus inspirantes les unes que les autres, entre chant, danse et même claquettes. Le prochain Châtelet Musical Club aura d'ailleurs lieu le 21 janvier pour une session à 18h et une à 21h avec entre autres The Voice Messenger et les étudiants de l'école de comédie musicale. La session d'après se tiendra le samedi 4 février, toujours à 18h et à 21h, avec en invités spéciaux les chanteurs Emmanuel Moire et Prisca Desmarez. Le tout pour 15 €, quelle que soit la session. Un vrai bon plan pour découvrir ou redécouvrir la comédie musicale et se plonger le temps d'1 heure dans un spectacle hyper inspirant. Si ça vous intéresse, rendez-vous donc sur le site du Théâtre du Châtelet pour découvrir toutes les sessions du Châtelet Musical Club. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai rencontré le chanteur Vincent Delerme, à l'occasion de ses 20 ans de carrière, mais aussi de la récente sortie d'un album en forme de livre-disque, comme une histoire sans parole. Un assemblage d'archives sonores, de souvenirs personnels, mais aussi de chansons exclusives qui incarnent parfaitement le parcours et l'ADN de Vincent Delerme. Et justement, avec lui, on a parlé ensemble de la manière dont une chanson peut naître, de son rapport à la solitude dans le travail, de la place capitale qu'a son label tôt ou tard depuis ses débuts, ou encore du soin qu'il accorde au public lorsqu'il est sur scène. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. On est chez Tôt ou Tard, qui était le label qui te faisait rêver avant que tu y sois signé. En quoi ce label te correspond, en quoi il fait écho à quelque chose de toi ? En fait, il a évolué ce label parce que déjà quand je suis rentré, je sais pas, il devait être 5 et maintenant ils sont plutôt 35. Ouais. Mais dès le début, en fait, moi, quand je les ai connus à la fin des années, à la fin du XXe siècle. Et c'était un moment où, si tu veux, la musique des années 90, c'était des comédies musicales, des boys bands, une musique de variété française très, très, j'allais dire métallique, mais pas dans le sens métal, dans le sens très lisse, quoi, des productions très sans aspérité. Okay. Et eux, ils faisaient des disques avec à la fois et d'un autre côté il y avait aussi une scène en France un peu alterno, un peu genre accordéon, debout sur le zinc, une musique de bar un peu, et eux ils étaient ni l'un ni l'autre, parce que c'était un peu les deux, c'était comme une sorte d'extrême gauche et d'extrême droite de la musique, je trouvais, ce moment-là, ouais. L'accordéon étant évidemment du côté Mélenchon. Mais donc tôt ou tard ils avaient un truc là-dessus qui était étonnant parce qu'ils abritaient plutôt des chanteurs comme Dick Annegarn, Thomas Fersen, Lassa, Franck Monet, qui faisaient un truc où le texte comptait beaucoup, mais pour autant, la production, la réalisation, les arrangements étaient hyper soignés. Beaucoup d'arrangements de cordes d'un arrangeur qui s'appelle Joseph Racaille, dont les gens connaissent le travail parce que c'est lui qui a fait par exemple les cordes sur La Nuit Jomant de Bachung. Et voilà, et du coup moi je voulais être là, je trouvais que le rapport aux pochettes, les photographes avec lesquels ils bossaient, il y avait un truc très, très abouti. Et en plus, les gens qui étaient là, j'avais l'impression que c'était des chanteurs un peu normaux, quoi, qu'ils avaient une vie normale, qu'ils avaient leur public, mais qu'une fois qu'ils sortaient de scène, ils allaient dans des appartements. La vie de Thomas Fersen, je me disais, ça va être une vie, avec sa nana, ou enfin, j'en sais rien, mais... C'est un peu ce que tu renvoies aussi, finalement. Et c'est ce que je cherchais, parce que je voulais, évidemment... tu veux un peu tout, c'est-à-dire, enfin moi en l'occurrence, à la fois avoir un peu du succès, que les gens viennent, quand tu fais des concerts que ce soit complet, et que tu arrives sur scène et que tout le monde est super à fond, et que par contre une fois que c'est fini quoi, que tu peux aller à la plage sans te dire merde, je suis pris en photo par des gens. J'ai connu, moi après j'ai connu des gens comme Jean Rochefort qui me disaient moi je peux pas me baigner, quoi. Ouais, c'est Rihanna, Jean Rochefort, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc d'avoir l'équilibre des deux, ça me faisait envie, et c'est marrant parce que je suis resté chez Tôt ou Tard, qui effectivement c'est le truc un peu galvaudé, dire c'est une famille, cette maison de disques, mais c'est vraiment le cas. Non, mais on comprend, j'imagine l'idée, tout le monde comprend l'idée de c'est une famille. Oui, c'est vraiment le cas en plus, parce que, tu vois, par exemple, je te cite un exemple,
abstrait, mais il y a eu franchement, il y a peu de gens qui partent, hein, mais il y a eu quelques années, il y a une fille du bureau qui s'est fait, qui a été renvoyée, le mot est trop fort, mais genre, on lui a dit, bah non, ça s'arrête là, parce que là, et elle était tellement effondrée, parce qu'en fait, je pense que Vincent pensait que ça lui irait aussi. Qui est le directeur Vincent Frerbeau, oui, qui dirige le label. Pensait que ça lui irait aussi, peut-être que c'était un moment où elle était moins impliquée, je sais pas, mais elle était tellement en larmes et tout, qu'en fait, le soir, elle l'a reprise. Et donc, okay. C'est pour te dire que c'est un peu ça l'ambiance tôt ou tard, quoi, quand même. C'est un truc où, évidemment, il y a des fois des artistes qui s'en vont. S'ils disent moi j'aimerais bien bosser avec une autre maison de disques, on les laisse partir. Mais c'est très, très humain. Et surtout, ce qui est génial quand tu es chanteur là-bas, c'est que, ici, plutôt, puisqu'on y est, c'est que. Ça discute, quoi. T'as les soirées de Noël ou je sais pas quoi, t'as les Chaka Ponk qui vont être là, qui font une musique qui évidemment n'a aucun rapport avec la mienne ou Vianney ou machin, mais on parle et ça échange, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. En plus, t'es presque le plus ancien. Mais crois. Oui, je suis le doyen maintenant, ce qui est dingue pour moi, parce que non, ça fait moi je suis très pour ne jamais négativer les trucs positifs, parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire, ouais. Parce que c'est génial. Déjà, c'est génial de vieillir en soi dans la vie. C'est un truc. Les gens qui disent oh là là, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux. Tu te dis mais attends, tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui meurent de maladie à 23 ans ou dans des attentats, enfin faut quand même rarement perdre de vue ce truc là. Et puis après donc vieillir c'est vraiment un luxe et là en l'occurrence c'est sûr que moi j'étais tellement comme un gamin quand je suis rentré dans ce label à voir les affiches, les classeurs, les disques d'or avec les noms et me dire putain je vais peut-être avoir mon nom parmi eux. Du coup d'être effectivement avec Mathieu Bogart qui arrivait la même année que moi, on est les deux plus anciens. Okay. Alors si on en somme, c'est aussi pour parler de ce disque, de cet objet aussi, livre-disque, comme une histoire sans parole que tu as sorti. De manière concrète, ce livre-disque, il se compose d'enregistrements, d'arrangements que tu as mis de côté, de messages de répondeurs, et puis aussi de photos, de lettres. Qu'est-ce que ça dit de toi, cette collecte d'archives, puisque tous les artistes ne font pas ça? Il y a un mec qui fait ça, c'est Dao un peu, parce que esthétiquement, avec parce que là en plus il m'a envoyé il a sorti un bouquin là où justement il y a des flyers de ses débuts, enfin il a gardé beaucoup de traces, c'est un mec qui a généré beaucoup de séances photos et tout. Ouais. Après effectivement cet objet il est toujours en promo, on a eu des fois un peu de mal à le défendre parce que le point de départ c'est juste de se dire bon ça fait 20 ans, on veut créer quelque chose, on sait pas encore ce que ce sera, mais c'est ma manière de fonctionner souvent, et bon, qu'est-ce qu'on a comme matière? Donc tu mets tout sur la table, tout ce que tu as gardé de côté, justement, des setlists que tu colles sur ton piano avec l'ordre des chansons, des flyers pour des rencontres Fnac de ton premier album, mais je dis n'importe quoi, des photos que tu as faites, des photomatons, des petits mots qu'on t'a envoyés, des télégrammes, tu sais, quand on t'envoie des fleurs pour une première... Enfin bon, bref, tout. Et pareil pour la musique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a qui a un intérêt qu'on n'a jamais utilisé parce que c'est pas album entre guillemets, c'est pas une musique complètement produite, aboutie, orchestrée, mais c'est une maquette qui était pas mal et qu'on aurait pu emmener un peu plus loin. Donc en fait on a tout réuni et une fois qu'on a réussi on s'est dit bon il y a vraiment de quoi faire un bouquin qui fait tu vois qui est gros qui fait 140 pages même si c'est un petit format mais et avec tous ces témoignages visuels et puis l'équivalent en disque, c'est-à-dire dans un bouquin, tu vas mettre aussi bien des fois les paroles à un brouillon que la page d'après 2 mots. Et je voulais qu'il y ait l'équivalent de manière sonore, c'est-à-dire un truc un peu étrange, parce que des fois il y a des vraies chansons, certaines chansons, une ou deux inédites aussi que j'ai faites pour le projet, pour parler de ce moment du parcours. Et puis des chansons qu'on a complétées, qui avaient été pas gardées pour des albums. Mais surtout ce qui comptait pour moi, c'était à chaque fois de bien expliquer dans l'album, avec des prises de parole que je fais, un peu comme là pour le coup comme un podcast, pourquoi telle chanson n'est pas restée sur cet album, parce que ça c'est vraiment le truc, c'est jamais les mêmes raisons en fait qui fait qu'une chanson gicle d'un disque au dernier moment. Voilà, des fois c'est parce qu'elle ressemble à quelqu'un d'autre, des fois c'est parce que t'en as déjà fait une qui ressemblait, des fois c'est parce que tu penses qu'elle va prendre trop de place, des fois c'est parce qu'elle tu vois, il y a plein de raisons. T'as beaucoup toi de déchets précisément dans chaque album ou pas? Je sais pas comment tu construis un album déjà. Est-ce que tu écris 50 titres et t'en gardes 12 ou est-ce que... En fait, si t'as des chansons que t'abandonnes, c'est rare que t'ailles au bout d'une chanson totalement et que tu l'abandonnes. Ce qui se passe très souvent, c'est que tu fais un début de chanson que t'abandonnes. Parce que tu dis, y a un truc qui gasse pas. Mais les chansons vraiment finies, en compo que tu abandonnes, il y en a peu, et les chansons vraiment finies en compo et que en plus tu orchestres et tu as enregistré des cordes avec et tout et que tu gardes pas, il y en a encore moins parce que
ça implique d'avoir une petite certitude pour faire passer ta chanson à un orchestrateur, pour après, le jour où il y a les musiciens qui viennent dire allez, on y va. Mais ça arrive quand même. Mais donc, je sais pas, sur un album, t'as peut-être, oui, 15-20 débuts de chansons que tu gardes pas, et après, comme chanson vraiment finie, une seule ou deux. Mais ceci dit, plus t'avances, plus t'as de déchets, parce que bah, t'as l'impression que t'as déjà fait des choses, parce que t'as moins de spontanéité qu'au début, parce que oui, t'as plus d'exigence avec toi, en fait. Donc, et puis, la plupart du temps, de toute façon, on fait des trucs qui sont pas très bons, donc... et de temps en temps, à force de bosser, bon, bah, tu fais un truc où tu dis bon, bah, ça va, c'est pas trop mal, mais voilà. Alors, je vais évidemment pas te demander la recette d'une bonne chanson, mais comment chez toi se passe l'écriture d'une chanson? Est-ce que ça suit un protocole strict? Est-ce que tu ne peux pas écrire ailleurs que chez toi? Je sais pas, est-ce que tu écris toujours les paroles avant d'imaginer une mélodie? Enfin, est-ce que tu as, je sais pas, un kit? Ouais, non, en fait, ça, c'est un truc qui est un peu décevant chez les chanteurs et les chanteuses en général, parce que quand j'ai commencé, je me disais, bon, je vais lire des bouquins pour comprendre, quand tu rencontres Souchon, il va me raconter, mais en fait, il dit, bon, non, je sais pas, et c'est très incroyable à quel point tu interroges des écrivains, et eux, ils vont te dire, je me réveille à 8h, je me fais un café, je me mets à mon bureau, ils ont une sorte de protocole plus précis. En fait, c'est aussi parce que ils doivent écrire plus long, et qu'en chanson, finalement, si tu ramènes ça, tu fais un album tous les 2-3 ans qui va contenir 12 chansons. Donc tu pourrais dire, bon, bah, en fait, le mec, il fait une chanson tous les 2 mois. C'est quand même c'est bien comme métier, quoi. Ouais, c'est pas foulé. Mais le truc, c'est que du coup, t'as jamais vraiment un truc où t'essayes presque à chaque fois, justement, qu'il n'y ait pas de protocole. Moi, je fais jamais, par contre, j'attends toujours d'avoir une musique pour écrire des textes. C'est la seule chose. Okay. C'est toujours la musique avant. Mais par ailleurs, j'ai pas de... Quand je repense à des chansons, je me dis, ah ouais, c'est marrant, celle-là, je l'avais faite comme ça, à tel endroit, mais j'ai pas non plus le truc inverse de me dire il faut absolument que je sois à un endroit différent. La seule chose, c'est que il faut être, pour moi qui fais la musique et tout, être près d'un piano, pas forcément être tout le temps au piano, mais pouvoir faire des allers-retours entre 2 claviers, rejouer ta chanson, et un peu tout le temps télescoper le fait que tu es en train de la jouer physiquement aux mots qui sont en train de venir, parce que ça, c'est quand même comme ça qu'elle va être jouée aussi au final sur scène, souvent. Il faut qu'elle se tienne piano-voix. Donc si elle tient pas la route piano-voix, t'es mal parti. Alors depuis que tu es jeune, tu t'es mis à écrire des chansons tout seul dans ton coin. Tu es aussi fils unique. Je sais pas si ça joue absolument. Dans ce que je m'apprête à dire, mais la solitude dans la création, est-ce que c'est un socle, par exemple? Est-ce que tu aimes l'idée de collaborer avec d'autres gens, ou est-ce que tu préfères créer seul? Créer seul, ouais. Okay. J'adore collaborer, mais pas sur le truc de départ. J'ai jamais écrit une chanson à 2. Par exemple, voilà. Ouais. Après, par contre, ça m'est déjà arrivé qu'on me donne une musique et que j'essaye de faire un texte, mais l'idée d'être à 2 autour d'un piano ou autour d'une table à trouver des mots, ça c'est mon cauchemar même. C'est vraiment un truc... j'adore... je crois d'ailleurs qu'en général, dans la vie, on n'est jamais autant soi-même que quand on est tout seul ou quand on est 2. Il y a un truc de... Enfin, quand on est 2, c'est bien, je veux dire, là, le dialogue, la conversation, t'es vraiment toi, tu t'essayes pas... Dès que t'es plus nombreux, il y a un truc que tu perds un peu, mais je sais pas après si c'est psychanalysable en mode fils unique et tout. Je dis pas ça, ironiquement, hein, parce que c'est possible. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un, j'adore voir du monde, et puis quand tu fais ça, tu collabores tout le temps avec des gens, avec tes équipes évidemment de label, mais avec des orchestrateurs. Après, tu vas en studio, tu as les musiciens, en tournée, t'es tout le temps en équipe. Mais je suis un mec qui n'est jamais, ça m'arrive jamais de me dire oh là là, ça fait trop longtemps que je suis seul, il faut absolument que je sorte voir du monde. Je n'ai aucun problème à... Et d'ailleurs, tu vois, quand je repense aux différents spectacles que j'ai pu faire, bah, y a vraiment les tournées où j'ai fait des seuls en scène et les tournées où je suis avec des musiciens ou d'autres gens sur scène. Donc, et c'est pas du tout les mêmes. Parce que l'équipe technique, si tu veux, elle voyage hors de toi. Comme ils arrivent tôt à la salle, ils partent avant toi le matin. Donc si t'es seul en scène, bah, tu travailles dans la ville où tu étais la veille, tu te balades, tu fais des photos, en début tu trouves un resto qui a l'air bien, enfin qui a l'air sympa, et du coup, et donc voilà, et t'arrives, et t'as vraiment une impression justement d'être le chanteur en tournée, tu prends ton train, et t'arrives à la salle, tu rejoins l'équipe, et puis le soir t'es avec eux, tu bois des coups, mais alors que quand t'es avec des musiciens, c'est une vie très différente, parce que bah, t'assumes pas déjà de pas être avec eux, tu vas pas te mettre, tu leur dis où tu manges à midi, enfin tu vas pas rester dans ton coin, donc c'est une autre vie qui est marrante aussi, mais mine de rien, les tournées que j'ai fait avec des musiciens, je sais que j'en ai rien presque gardé,
Que ce soit en termes d'écriture, en termes de mise en place d'autres projets pendant que tu es en tournée, parce que voilà, t'es que dans... C'est comme si on te disait, bah, t'as le choix entre aller à une soirée avec des potes ou rester chez toi à bosser au piano, finalement, ce soir. Donc, évidemment que la soirée avec des potes, tu vas pas en ramener des idées pour la suite et tout ça. Donc, c'est un autre plaisir et c'est marrant parce que sur scène, c'est pareil aussi. C'est que tu gagnes des trucs quand t'es tout seul et tu perds des choses parce qu'évidemment, les orchestrations sont moins abouties, tu peux pas lâcher le piano, mais en même temps, tu gardes un truc d'intimité avec la salle parce que ton complice, ton référent dans la soirée du concert, c'est le public, c'est pas un mec sur scène à qui tu fais un petit sourire, c'est les gens. Ouais. Donc c'est intéressant toujours d'alterner. En 20 ans de carrière, est-ce qu'il y a une chanson dont tu aurais aimé qu'elle soit plus connue, plus écoutée ? Ah non. Alors déjà parce que moi je pense avoir un bon tempérament. En fait, bizarrement, parce que les gens m'associent souvent, et c'est vrai, je fais des chansons assez mélancoliques aussi. Mais moi, je suis un mec hyper positif. Et même à tel point, quand j'ai commencé, je me disais, il faut vraiment arriver à planquer ce truc-là. C'est ça que je me suis mal rasé sur mes albums jeunes. Je regardais vers le bas parce que quand t'es un peu positif, t'as l'air un peu d'un con, quoi, en chanson. Tu vois, il y a plus on a plus le culte des artistes maudits, des enchantés. Oui, Daniel Dark, tout ce côté-là, plutôt que Gérard Lenormand et Daniel Guichard, quoi. Donc, je me disais, bon... Alors, j'avais pas à me forcer tant que ça, parce qu'encore une fois, j'ai une part aussi de mélancolie, mais moi, je suis vraiment très pour ce que j'appelle la vue au drone, c'est-à-dire des fois prendre un peu de recul et regarder ta situation. Donc, si tu commences à chouiner pour un oui ou pour un non, en disant ah ouais, c'est un peu dommage, on aurait pu faire cette salle-là plutôt que telle autre quand on a joué à Lyon, ou c'est dommage, cette chanson-là est moins connue qu'une autre. Après, tu prends ce qu'on te donne en fait, c'est-à-dire que toi tu proposes des trucs, tu fais des chansons, c'est déjà une chance inouïe qu'elles existent, que tu vois, tu fais des spectacles. Et après, c'est ta responsabilité. Et quand je dis ça, c'est aussi que si j'estime vraiment qu'il y a une chanson que moi j'aime, en tout cas, et que peut-être j'ai envie qu'elle existe, et bah, de spectacle en spectacle, ça va être une de celles qui va être très régulièrement présente dans la setlist. Parce que ça, c'est un truc qui est très bizarre dans la chanson, c'est que c'est le seul genre artistique, enfin la musique, et les concerts, où tu peux en permanence jouer des trucs que tu viens de faire, qui sont ta dernière créa, et les mélanger avec des vieux trucs. C'est-à-dire que un metteur en scène de théâtre, il va pas faire un nouveau spectacle en disant bah là il y a 20 minutes d'un truc que je viens juste d'écrire et puis j'ai repris un bout d'une pièce que j'avais faite en 88 et donc ça, ce truc là c'est génial parce que tu peux quand même orienter un peu la perception d'anciennes chansons. Qui est Isabelle Dordain, à qui le livre est dédié. Ouais, Isabelle Dordain, c'était une animatrice radio de France Inter, et qui présentait une émission qui s'appelait Le Pont des Artistes, qui est enregistrée le mercredi, qui avait lieu le samedi soir, et qui était une émission très... elle voulait, je sais plus son slogan, c'était qu'elle voulait que ce soit une passerelle entre les genres musicaux. Donc elle était elle aimait tout, quoi. Le jazz, la musique du monde, la chanson française, la pop, et donc son plateau était en public, et à chaque fois elle faisait des tables, à chaque fois, et j'étais son stagiaire quand j'étais jeune. Je suis rentré là-bas, et pour moi ça a été une plateforme aussi d'observation de comment ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un label est trop casse-couille, qu'une attachée de presse est sympa, et donc ça m'intéressait aussi de voir comment sont les artistes eux-mêmes, tout simplement, parce que finalement, tu vois, des fois les gens me disent est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui débute? Le seul conseil à donner, c'est justement d'être content de ton sort à peu près, d'être un mec plutôt sympa, de dire bonjour à tout le monde. Ça paraît très con, hein, mais c'est vrai que ça paraît con, mais si t'as pas ça en fait sur la durée, et ça a l'air simple comme ça, parce qu'évidemment si un jour où t'es en forme, c'est très simple de dire bonjour à tout le monde, de garder le sourire et d'avoir un bon body language, mais évidemment là où ça coince, c'est que souvent t'es complètement détruit parce que t'as enchaîné 6 dates de tournée, en plus quand tu débutes souvent on te cale beaucoup de promos les jours de concert, donc à un moment donné, avec la fatigue nerveuse et tout des concerts, tu finis par pouvoir potentiellement voir les trucs en noir. Après t'as plus de voix, donc on file de la cortisone, donc ça te speed, donc après t'as une redescente comme que si t'avais pris de la coke et que t'es en manque tu vois, t'as tout un truc comme ça, et c'est aussi pour ça que ça compte de regarder les choses un peu avec de la hauteur des fois, parce que dans ces moments là t'as vite fait de te dire c'est plus du tout comme ça que j'avais envisagé le truc, il faut respirer un coup. Et donc voilà, Isabelle Dordain, c'était super parce que elle était elle savait bien que je voulais chanter aussi, donc elle me disait des choses là-dessus, et c'est quelqu'un elle est disparue il y a peu d'années, il y a 2-3 ans,
Et voilà, je l'aime beaucoup. Ouais, On l'entend dans le disque, en fait, la séquence où il y a Souchon, c'est une séquence qui est enregistrée en public au Pont des Artistes et on entend sa voix. Elle dit vous allez rejoindre le piano du studio Charles Trenet. Voilà. Okay. Et elle fait partie précisément de ces gens que tu as voulu aussi mettre en valeur dans ce symbole des 20 ans de carrière, dans cet objet livre. On voit très bien qu'il n'y a pas, c'est pas moi et mon. C'est un peu moi parce que fatalement, parce que c'était un peu des autres. Oui, c'est sûr. C'était un peu la difficulté parce que tu fais un truc sur tes 20 ans, tu mets que des enregistrements. Donc, tu vois, par exemple, on a retiré beaucoup de live parce que autant si tu sors un album ou un DVD live intégralement, c'est normal qu'il y ait des uploads très souvent. Par contre, si tu as d'autres choses, des trucs studio, et si toutes les 2 morceaux, tu entends une clameur de public, ça fait un peu mec qui dresse sa statue. Donc, on essaie d'enlever ça. Et c'est sûr que ça m'a toujours frappé quand, pour les chanteuses et les chanteurs, tu chantes sous ton nom. Ta tronche sur la pochette, tu parles en ton nom, c'est souvent très perso les chansons, quoi. Enfin, en tout cas dans la tradition un peu chanson française. Et le nombre de gens qui sont derrière ça, c'est fou parce que c'est pareil, ça paraît un peu pipeau, dire oui, l'équipe, machin, mais en fait, toi tu sais très bien que, des gens qui s'embêtent à envoyer tes disques, à relancer des journalistes, à convaincre dans des soirées, à dire non mais faut que tu réécoutes l'album, je te jure il est bien, même si t'as pas aimé celui d'avant. Et après les orchestrateurs pareil, c'est que des gens en fait qui doivent à la fois te challenger, c'est-à-dire ne pas te dire que t'es un génie, et en même temps avoir beaucoup de bienveillance et défendre ton projet. Donc c'est vrai que c'est touchant. Et puis moi j'ai beaucoup ça parce qu'il moi il y a eu plein de gens qui m'ont aidé. Et puis après les gens qui t'aident, c'est aussi la première fois que tu vas chanter dans une boîte à chansons à Paris, que t'as pas d'appartement, des amis de tes parents qui disent il peut dormir chez nous. Donc enfin, tu vois, ça m'a fait plaisir dans le bouquin dans les remerciements, j'ai vraiment essayé de tout lister, justement ça quoi, les gens qui à un moment donné m'ont juste dit filer des coups de main quoi, tout bête et concret, mais ça compte vachement. Il y a aussi des gens comme Alain Souchon qui sont présents dans cet album. Il était même là il y a quelques jours au Folies Bergères à Paris. Mais oui. C'est quelqu'un qui, alors j'ose espérer que tu me contrediras pas, mais que tu aimes beaucoup. T'es un grand admirateur, j'ai l'impression, un admirateur même décomplexé. Est-ce que je me trompe ? Ah oui, je suis jamais très complexé de ces trucs-là, mais j'ai toujours, après, c'était au-delà de moi, c'était un peu cette génération dont j'ai fait partie. Qui est un peu la première qui est arrivée en disant nous on a adoré telle personne et telle personne et telle personne. Kerenan, elle parlait de Françoise Hardy, Jeanne Chéral de Véronique Sanson, Violette Gainsbourg, Benabar de Sardou, enfin tu vois, non pas de Sardou, de Delpech pardon. Il y avait tout un truc comme ça, tu vois, qui était assumé. Moi je parlais de Souchon effectivement, ou d'Yves Simon. Ça veut pas du tout dire que dans l'inconscient collectif des gens, quand tu fais ça, ils se disent ah ouais du coup vous avez pas beaucoup de personnalité, et ça c'est une erreur parce que, enfin selon moi, je vois un mec comme Vincent De Dienne qui se réclame beaucoup de Muriel Robin, de plein de gens qui ont existé avant lui, qui a beaucoup de références, et il fait un truc ultra perso, là où d'autres gens de cette génération qui vont jamais citer, qui vont dire non moi j'ai jamais eu d'influence, ou alors juste un mec qui fait du stand-up américain. En fait, je trouve qu'il pompe dans tous les sens, à droite, à gauche, tu vois. Parce que, évidemment, si tu commences à citer les gens que t'as aimés, ça t'interdit de piocher des trucs chez eux, parce que sinon t'es pris par la police direct. Et potentiellement, ça te catégorise aussi. Mais en fait, c'est d'ailleurs Souchon, très tôt, il m'avait envoyé une lettre sur le premier album, parce que au bout d'un moment, comme moi, le premier album, il devait pas exister comme il a existé, c'était vraiment pas prévu comme ça, donc j'ai commencé à parler de lui régulièrement en entretien quand on me demandait les gens que j'avais aimés, parce que tu sais, quand tu sors un premier album, on te demande beaucoup ça. Donc, et il m'avait dit, et je lui avais envoyé une lettre en disant pardon, je parle tellement de vous, ça a l'impression que je me présente en fils spirituel, alors que voilà quoi, vous avez rien demandé. Et il m'avait répondu très gentiment, mais en me disant mais c'est drôle parce que vos chansons ressemblent pas à mes chansons, et c'est vrai. C'est complètement vrai. Et d'ailleurs, tout mon premier album donnait une sorte de parfum parce que moi je suis quelqu'un qui venait de là, qui avait aimé des chanteurs, et de parfum d'un truc qui existe déjà, mais les fois où les gens allaient un peu trop loin, genre à me dire c'est bien sympa mais votre truc ça a déjà été fait,
Mais là, je disais, là, du coup, tu sors ta carte, ton joker de dire, bah, du coup, citez-moi un disque, à quoi ça vous fait penser, quoi. Et là, ah oui, non, mais c'est vrai, c'est non. Et en fait, mentalement, comme je m'inscrivais dans une tradition et que je le revendiquais, les gens pouvaient avoir cette impression-là. Mais de fait, cet album-là, il était à part. Parce que même si tu as plein d'influences, bah, en fait, elles se... Malgré toi, parce que toi tu chantes d'une certaine manière, parce que c'est mélangé tes influences. Moi c'était évidemment un truc de chanson, mais aussi des trucs plus de pop ou de madness ou des trucs comme ça. Donc forcément ça crée toujours un truc nouveau et ça me frappe souvent, même encore aujourd'hui. Ça m'arrive pas souvent, mais des fois ça m'arrive de. J'ai fait ça sur un titre de Mac DeMarco récemment, qui est un mec que j'adore et j'adorais sa chanson. J'ai pris sa grille d'accords et en fait au bout d'un moment j'ai malaxé un truc. Pour moi, et qui ne ressemble plus du tout à la chanson de Mac DeMarco, mais qui est sur la même suite, d'accord, tu vois. Okay. Et en fait, même quand tu veux être influencé par quelque chose et tout, bah, à part si tu produis justement avec les musiciens en studio, le truc dans le même son, que tu places ta voix pareil, que tu dises des mots, non, ça se décale et ça devient autre chose, ouais. Est-ce que tu dirais que ton parcours c'est composé de grands moments comme des poussées, ou est-ce que ça s'est fait, selon toi, de manière naturelle ? Bah, en tout cas, moi, je voulais ça quand j'ai commencé. Je voulais pouvoir aligner les choses les unes après les autres, c'est-à-dire les chansons, mais surtout les spectacles, les tournées, poser des choses et te dire, t'as un parcours à faire, justement. C'était ça qui était un peu flippant sur les 2 premiers disques, comme ils se sont beaucoup vendus. Donc, du coup, il y avait ce côté... on adore ou on déteste. Je me suis dit, oh, putain, mais ça se trouve, mon truc, ça va s'arrêter là, quoi. Ça va durer 2-3 ans, ou 4 ans, pardon. Ça va durer 2, 3, 4 ans et après les gens vont ça va être le truc d'un moment, quoi, tu vois. Et il y en a eu des gens qui ont fait des énormes cartons, ouais. Tu vois, on parle souvent de Corneille ou des gens comme ça. Mais bon, en tout cas, après, non. T'as pas vraiment ce truc-là. T'as pas eu de gros événements, de gros. T'as des en fait. Gros événements en perso, c'est-à-dire qu'effectivement, les disques que t'écris avant d'avoir des enfants, c'est pas les mêmes que ceux que t'écris avec des enfants. Non pas parce que tu deviens un mec qui est père et qui change de statut, c'est juste parce qu'il y a plus de bruit dans l'appartement, parce que tu dois t'occuper de ta famille, donc c'est pas le même équilibre. Quand tu pars en tournée, ta tournée ne ressemble pas aux précédentes parce qu'avant t'avais ton amoureuse qui venait te rejoindre sur la plupart des dates et là bah non, ça se passe différemment et en fait c'est plus ça qui joue en fait. Mais par contre ça n'a jamais été des notions de succès ou pas de succès. Après c'est aussi les collaborations. Quand j'ai bossé avec Peter Van Paul sur le 3e disque qui était plus pop, on a fait un spectacle qui était plus pop aussi, donc qui avait des musiciens pour la première fois. Avant j'avais fait du piano-voix, donc si j'avais des musiciens, ça voulait dire que je pouvais créer une scéno plus vaste avec des vidéos. C'est la première tournée où j'ai utilisé beaucoup de vidéos. Maintenant il y a de la vidéo partout, mais à l'époque c'était moins l'habitude. Donc non, les souvenirs que tu as du parcours, c'est vrai que c'est les gens et les endroits où tu as enregistré et tout ça, ouais. Est-ce que tu penses avoir exploré toutes les facettes de ta voix ? Est-ce que tu penses que tu as fait des progrès à ce niveau-là ? De ma voix vocale ? Ah oui. C'est marrant parce que justement sur le 3e disque en Suède, mon premier album est vraiment une voix très étrange. Le 2e, vraiment étrange. Et le 3e, un peu moins. Et c'était le début du mieux. Et en fait, je faisais des prises voix avec le mec en Suède qui était l'ingé son du studio. Il parlait pas français, donc il comprenait pas les paroles, ça. Et à un moment donné, je me souviens qu'il m'avait dit on peut en refaire, mais bon, ta voix, c'est ta voix, quoi. Et ça, c'est très suédois, c'est-à-dire qu'ils ont un truc un peu bio, enfin un peu nature, genre ça sert à rien dans la vie. Les défauts, ça fait partie de toi, tu peux la faire à l'infini. Oui, à un moment donné, tu vas mieux réussir un peu ta note, mais ça va pas changer. Et ça, c'est intéressant comme idée parce que la chanson, pour moi, c'est un genre qui est très affectif, très émotionnel. Si tu veux, en gros, aujourd'hui, on le mesure vraiment. C'est-à-dire qu'en musique, chanter en français, t'as 2 possibilités. Soit être hyper efficace, soit être hyper émotionnel. Pour moi, enfin voilà, t'as d'un côté des trucs genre Pomme, qui est émotionnel, et puis après t'as Angèle, ou je sais pas, qui est efficace, ou Clara Luciani qui est efficace. Mais c'est rare que, après, sans doute qu'il y a des trucs de très émotionnels, oui, de Clara Luciani et machin, et d'ailleurs t'as les 2, mais je veux dire que
si tu fais un truc juste un peu pop, sympa, léger comme ça, comme il y avait plus quand j'ai commencé, tu vois, des trucs un peu, en fait ça se noie, il y a tellement de gens, il faut faire une proposition très perso, quoi, très forte en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, tu vois, même les personnages qui apparaissent, que ce soit Eddie de Pretto, genre comme ça, c'est toujours des personnages vraiment assez nets, tout ça. En tout cas, du coup, voilà, pour le côté émotionnel, finalement, ça veut dire quoi ? C'est que tu n'es pas censé faire un truc qui est parfait, qui va mettre tout le monde d'accord. Au contraire, tu vas faire un truc qui va relever de la même chose, qui fait que dans la vie, des gens vont trouver que t'es un mec sympa, que t'es un ami qui compte pour eux, et d'autres vont dire « Ah non, mais moi j'aime pas ce mec-là, j'aime pas ce genre de mec. » Et c'est ça qu'il faut obtenir. Et donc, finalement, plus ton truc contient d'aspérité et d'une forme de non-technicité à un endroit, plus tu peux l'obtenir. Mais après, faire gaffe, parce qu'il ne suffit pas d'être non-technique, parce que moi, je suis très technique à d'autres endroits. Par exemple, sur scène, je sais... je suis hyper technique sur la façon de mener un concert. Enfin, j'ai tu veux que rien ne bouge, plein de théories. Que rien ne se voit, surtout. Oui, et puis surtout sentir... si tu veux prendre les vagues d'énergie du public, savoir à quel moment tu relances, à quel moment tu t'arrêtes, à quel moment il faut en rajouter ou pas. Une instance qui a quel symbole pour toi, le public ? Est-ce que c'est quelque chose qui te met la pression, ou est-ce que c'est quelque chose, par exemple, en concert, où ça te fait genre hyper plaisir d'aller sur scène, où tu as une espèce de gros track, comme on l'appelle ? Non, mais j'ai jamais... En fait, même quand tu écris tes chansons aussi, finalement... Oui, en fait, tu te poses la question assez vite de sentir qu'est-ce que ça va donner sur scène, mais c'est vrai que d'avoir connu beaucoup pour commencer du piano-voix, ça fait que quand je fais ma chanson, j'ai jamais par exemple besoin de me dire « Ah là là, le sort de cette chanson, ce qu'elle va devenir et la façon dont elle va être perçue, ça va beaucoup dépendre de l'orchestration, de la façon de la produire, parce que finalement, non, je sais qu'à un moment donné, ce qui va compter, c'est qu'elle, encore une fois, elle tienne la route piano-voix quand je la joue à la Cigale, et qu'il y a un truc, une vibe qui passe à ce moment-là. Donc ça, j'arrive à peu près à juger, mais sur le public, tu sais, moi j'ai commencé en faisant plutôt du théâtre, et quand j'étais étudiant, on faisait beaucoup de café-théâtre. Ouais, exactement, et tu as fait un spectacle dont je suis jaloux du titre. Ah ben c'était... enfin, toujours est-il que voilà, avec la réplique. Joué une seule fois. Un seul soir. Et ça, félicitations à ceux qui nous écoutent, qui l'ont vu. Ouais, carrément. Ouais, j'aurais dû d'ailleurs faire un appel, ça, pour demander s'il y a des gens qui l'ont vu. Ah, c'est clair. Ouais. Mais en fait, et là, tu vois, en café-théâtre particulièrement, parce que le café-théâtre, c'était un peu... On faisait des sketchs, mais c'était des trucs un peu écrits, des textes de Jean-Michel Ribes, il y avait un peu de tout, trucs de du billard. Et en fait, tu te pointes sur scène, et là, tu vois très vite si t'es... Moi, j'aimais vraiment jouer avec les silences, arriver, ne rien dire, regarder la salle, qu'il y a une sorte de petit malaise qui est là, mais en fait... Et qu'en fait, t'es à ton endroit. Et après, évidemment, c'est une chance parce que ça, c'est un truc un peu... tu sais pas pourquoi, c'est comme de faire bouger ses oreilles, quoi, tu vois, c'est pas un talent, quoi. Enfin, c'est un truc, tu sais le faire ou tu sais pas le faire, tu vois. Et après, tu peux, évidemment, quelqu'un qui détesterait la première fois qu'il va sur scène, qui dirait « Mais c'est quoi cet endroit ? Je suis en péril total. » Bon, bah, il peut un peu travailler là-dessus, voir un coach et machin, mais fondamentalement... C'est comme si t'aimais pas un aliment et tout. Tu auras toujours un truc au fond de toi de pas être complètement à l'aise sur scène. Et ça, c'est sûr que c'était... moi, j'aime vraiment y aller. Je suis pas très tracker. Je suis très concentré sur les concerts. Dès le matin, j'ai une sorte de fil tendu. Par exemple, je fais jamais de promo les jours de concert. Parce que je veux vraiment... C'est très désagréable sur scène de te dire j'aurais pu faire un meilleur spectacle ce soir si j'avais dit non à tel truc à tel moment de la journée. Parce que les gens, ils payent 40 ou 50 euros... pour venir. Plus, parfois c'est une somme folle pour beaucoup de gens. Bah oui, c'est pas rien, quoi, tu vois. Et au-delà du fait de payer un billet, ils te donnent la responsabilité d'une soirée de leur vie, ce qui est un vrai truc. Ça paraît complètement... tu peux leur niquer la soirée, quoi. Oui, puis ça paraît habituel, si tu veux, parce que c'est traditionnel d'aller voir des spectacles. Mais aujourd'hui, c'est dingue que ce truc se soit maintenu, parce que tout le monde a très peu de temps. Tout le monde est très épuisé par le fait d'avoir des mails à répondre tout le temps en continu. Et puis les gens ont pas beaucoup de blé. Enfin, tu vois, il y a vraiment... il y a beaucoup de choses qui font qu'on est dans une époque où on pourrait se dire bon bah là le spectacle c'est fini, quoi, tout le monde est sur son écran et voilà. Et là les gens continuent d'aller voir des trucs. Alors certes ils font des photos des fois avec leur téléphone, mais quand même l'espace de 2 heures ou de 3 heures ils coupent le fait de répondre à des SMS, et ce truc là est quand même c'est pas rien, quoi,
que d'avoir tous ces gens face à toi. Et donc si toi t'es sur scène à te dire putain j'ai déconné hier soir là, pourquoi j'ai repris un 3e spritz à 4h du mat, ou pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Je fais pas de concert mais je comprends. Tu vois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai été faire ce truc là, c'était pas utile de faire une rencontre Fnac devant 12 personnes, enfin tu vois. Et en fait, donc voilà, donc il faut que t'aies... Donc autant je suis pas tracker, autant je prends ça très au sérieux la journée avant. Le fait de... Tu sais, c'est très spécial, hein, de te dire que ton pic de forme, ça va être 21h12. Normalement, dans une journée normale, c'est pas ça. Terminé, là. Ouais, c'est le moment où ça tombe, où tu dis... le plaid. Ouais, voilà. Et donc, et c'est marrant, et j'aime bien, moi. Mais et parce que, évidemment, l'énergie normale aussi, je la connais même davantage que presque celle des concerts, mais forcément, à force de faire des tournées, t'es habitué à ces journées où t'es un peu en mode creux toute la journée. Évidemment, tu parles avec des gens, tu peux discuter et tout, mais toi, de l'intérieur, tu sais qu'en fait, tu gardes un peu tout le vrai jus pour le soir. Ouais. Le temps passe. Donc mais oui, pardon, je fais des réponses longues. Bah, c'est super, bravo. On n'a pas parlé de plein de choses, évidemment, mais ça fait partie du jeu. Mais je vais quand même te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Moi, j'ai beaucoup écouté Cerno, là, le truc, l'anti-enquête, là, sur un podcast. Tu vois ce que c'est ? Non, mais... C'est un mec qui a fait un podcast parce que lui, il habite dans un immeuble où il y avait... Il apprend qu'il y a eu, je crois, un tueur en série dans les années 80 qui habitait là, qui a un mec qui a tué avec un complice plein de petites vieilles dans les années 80. Il les suivait, il voulait juste leur chourer 30 francs, donc très très peu d'argent, juste pour payer un peu de sa drogue. Et donc, à la remontée de leur course. Et en fait, lui, il se dit, tiens, ces petites grand-mères, finalement... Bon, il enquête genre 40 ans après, hein, mais il n'enquête pas vraiment d'ailleurs, il s'est prétexte à discuter avec des gens, à aller dans les immeubles où elles habitaient, et finalement le fond de son truc c'est de se dire, ces petites dames de Paris là qui sont toutes seules, tout le monde les voit, tout le monde dit elles étaient jamais un mot plus haut que l'autre, mais en fait il y a plein de gens dans la vie, on sait pas qui c'est parce qu'on leur pose pas la question, donc lui il discute avec tout le monde, et c'est assez fort son truc, je te conseille. Ok, c'est un conseil. Bien, voilà. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, gars. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine et pour cette année, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.